Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus donc dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Donc pour rappel ou pour information, donc ce webinaire fait partie d'un cycle de directs qui a démarré donc en mars 2024 et qui vise à former donc les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre des activités de formation que mène UVED et qui fait suite à la publication de nombreux documents. Tout d'abord, celui du rapport Jouzel-Abadi, Enseigner la transition écologique dans le supérieur, mais également du plan climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur, et enfin des notes de cadrage et de préconisation du ministère, respectivement publiées en juin 2023 et en septembre 2024. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, eh bien, UVED reprend les propositions qui ont été faites justement dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle et des enseignants. Donc, pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes: le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable, et enfin le récit des limites planétaires. Alors, pour ce nouvel événement, nous avons choisi une approche originale en accueillant non pas un, mais deux intervenants qui vont nous faire une présentation donc en binôme donc sur les relations entre deux des thématiques de la TEDS, le climat et la biodiversité. Donc, ces intervenants, nous avons déjà eu le plaisir de les accueillir dans le cadre de ces directs. Il s'agit de Luc Abadi, professeur émérite à Sorbonne Université, et Laurent Bopp, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'ENS. Donc, après leur présentation, il y aura, comme vous le savez, un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez leur poser, non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à nos intervenants. Vincent. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Luc Abadi, Laurent Bopp, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté de participer de nouveau à ce direct. Avant de vous laisser la parole, la tradition est de vous présenter. Je vais donc en quelques lignes le faire. Luc Abadi, vous êtes donc professeur émérite à Sorbonne Université. Vous avez enseigné l'écologie générale, l'écologie fonctionnelle, la biogéochimie. Alors, sur le plan de la recherche, vous avez lancé de nombreux travaux interdisciplinaires dans le domaine de l'environnement. Citons par exemple les travaux en ingénierie écologique ou bien en écologie urbaine. Et sur le plan de l'enseignement, vous avez là aussi créé et géré des formations de niveau licence et master à caractère pluridisciplinaire. Et comme cela a été dit en introduction, vous avez été rapporteur du rapport Enseigner la transition écologique dans le supérieur en 2022. Laurent Bopp, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous dirigez le département de géosciences à l'ENS. Vous êtes spécialiste des liens entre le climat et le cycle du carbone océanique. Vous travaillez également sur l'acidification de l'océan, sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes océaniques. Notons que vous avez participé à la rédaction des deux derniers rapports du GIEC et vous êtes l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages pour les enfants et destinés au grand public, comme par exemple Les Dessous de l'océan aux éditions Le Pommier. Alors j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro, je crois que c'est le cas, ou quasiment. Et Laurent, Luc, je vous laisse la parole. À tout à l'heure pour le temps d'échange. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, on a préparé cet exposé à deux voix et donc on va se passer la parole. Avec Luc, on va vous parler de climat, de la biodiversité, des liens entre climat et biodiversité. Et donc, on vous propose un exposé en quatre temps. Revenir sur l'état des lieux, climat et biodiversité, ou crise climatique, crise de la biodiversité, discuter des causes de chacune de ces grandes crises, discuter des interactions entre crise climatique et crise de la biodiversité. Et puis, on terminera dans un quatrième temps en évoquant les solutions, et en particulier les solutions qui permettent de répondre de façon conjointe à ces deux crises, la crise climatique et la crise de la biodiversité. Donc, je commence par vous présenter ces schémas. J'imagine que vous avez déjà vu passer, en tout cas pour la partie climat, les warming stripes ou les bandes de réchauffement. C'est ce que vous avez en haut sur cette première planche, où vous voyez le réchauffement global depuis les années 70. Et des collègues anglais ont repris la même idée de ces bandes de réchauffement, mais cette fois-ci appliquées à la biodiversité, où on voit le déclin de la biodiversité en utilisant un indice agrégé à l'échelle globale, aussi des années 70 à
à, à 2020. Et donc on voit bien hein, l'importance de ces crises, la vitesse du réchauffement qui s'accélère, la vitesse de cette perte de biodiversité qui s'accélère également ces dernières années. Donc on va commencer par découper ces deux crises en faisant un point d'abord sur le climat et puis ensuite sur la crise de la biodiversité. Donc je vous redonne peut-être quelques ordres de grandeur sur le changement climatique et en particulier sur le réchauffement global. De quoi parle-t-on? Vous avez ici sur la gauche une série temporelle qui vous montre les anomalies de température de surface à l'échelle de la planète depuis les années 1850. Et donc ce que vous avez ici, c'est le réchauffement ou le degré de réchauffement depuis 1850, depuis la période à partir de laquelle on est capable de calculer une température globale. Et vous avez deux barres qui vous montrent, avec une mise à jour très récente hein, dans le papier de Forster en 2024 sur les indicateurs climatiques, qui vous montrent où on en est aujourd'hui. Donc sur la décennie 2014-2023, on a réchauffé la surface de la planète d'à peu près 1,2 degré depuis 1850, donc depuis ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Vous le voyez, on n'est plus très loin des objectifs de l'accord de Paris, 2 degrés et si possible moins de 1,5 degré de réchauffement. Et donc ce réchauffement global, autour de 1,2 degré aujourd'hui pour la dernière décennie, il est hétérogène dans le temps, avec des années qui peuvent être plus chaudes ou moins chaudes. En 2023, on a eu une année record, mais il est aussi hétérogène à l'échelle spatiale. Et donc quand on parle d'un réchauffement global de 1,2 degré, il faut garder en tête qu'à l'échelle de la France, par exemple, le réchauffement, c'est plutôt 1,7, 1,8 degrés. Donc la France se réchauffe plus vite que la moyenne globale, en raison principalement des contrastes entre la vitesse de réchauffement sur les continents et la vitesse de réchauffement sur les océans. Donc voilà de quoi on parle quand on parle du réchauffement global. Je continue sur la crise climatique en mentionnant le fait que derrière ce réchauffement global, vous avez évidemment beaucoup d'autres indicateurs climatiques qui sont au rouge. Dans l'océan, les canicules marines, ici en haut à gauche, avec depuis 2 ans des températures en surface de l'océan qui dépassent tout ce qu'on connaissait depuis qu'on est capable de mesurer cette température de surface de l'océan, avec des conséquences importantes sur la biodiversité, on en parlera tout à l'heure. Ici, au milieu, vous avez une carte stylisée qui vous montre les zones du monde où on est capable de documenter une augmentation des extrêmes de précipitations qui vont conduire à des inondations, par exemple, et à un certain nombre de catastrophes telles qu'on les a connues ces dernières semaines. Et donc, on voit effectivement une augmentation de ces extrêmes de précipitations dans la plupart des régions du monde. Et puis, à droite, ici, euh, la fonte de la banquise en Arctique, on a perdu aujourd'hui à peu près la moitié de la surface de banquise en été par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Donc, derrière le réchauffement global, pardon, se cache toute une série d'autres indicateurs qui nous montrent que la Terre est en train, en tout cas le climat de la Terre est en train de se modifier à très grande échelle. Donc voilà pour la partie climat à gros traits. Quelques mots maintenant sur la crise de la biodiversité et donc je passe la parole à Luc. Oui, et donc bonsoir à tout le monde. Et donc la biodiversité, en fait, c'est un concept qui désigne beaucoup de niveaux de variabilité du monde vivant, hein. Ça va depuis la variabilité génétique jusqu'à la variabilité des écosystèmes, en passant par la variabilité des espèces. Et très souvent, les indicateurs qui nous permettent de nous faire une idée de la dynamique de la biodiversité passent par le dénombrement des espèces. Et donc, si on se base sur les premières données disponibles, enfin en tout cas les calculs qui ont pu être effectués à partir des données d'observation de naturalistes dès les années 1500, sur les vertébrés, on est aux alentours de 1 à 2 d'espèces qui ont disparu depuis 5 siècles. Alors, c'est un taux qui paraît faible, mais qui, comparé au taux historique, est sans doute entre 100 fois et 1000 fois plus fort que le taux moyen d'extinction des espèces sur l'histoire de la planète. Donc, on est sur un changement extrêmement rapide, pour ne pas dire instantané, à l'échelle des temps géologiques. Alors, cette perte d'espèces, elle passe, elle ne se fait pas du jour au lendemain, entre guillemets, elle passe évidemment par une modification de l'abondance des espèces, c'est-à-dire le nombre d'individus qui constituent chacune des espèces. Et donc, il y a des suivis qui sont détaillés depuis les années 1970, hein, qui sont entre les mains du WWF ou du ICN. Et donc, ce sont des observations de populations de référence. Alors, il y a 10 000 populations aujourd'hui qui sont suivies dans le monde, de vertébrés terrestres, d'eau douce ou marins. Donc, 10 000 populations, ça commence à faire beaucoup, hein, c'est un travail considérable. Et ces observations nous montrent qu'on perd très régulièrement des individus dans tous ces groupes. Et vous voyez que sur une période donc, de 50 ans, on est pratiquement à 70% de perte de nombre d'individus
de vertébrés. Donc c'est une diminution extrêmement rapide. Et sur la suivante, on va voir que sur les populations d'oiseaux à une échelle beaucoup plus locale, hein, l'échelle française en l'occurrence, eh bien, on observe à peu près les mêmes tendances, à peu près les mêmes vitesses d'ailleurs. Alors, en France, le suivi des oiseaux, il est aujourd'hui un indicateur national, hein, des tendances de fond de la biodiversité. Il est réalisé par des associations naturalistes sur tout le territoire, qui sont formées à ça, avec des données qui sont validées par les collègues du Muséum d'histoire naturelle et qui nous montrent que les oiseaux spécialistes, oui, spécialistes, je dis bien, des milieux bâtis et des milieux agricoles, bah, depuis une trentaine d'années, diminuent également de façon considérable. En gros, on perd 1% du nombre total d'oiseaux, à toute espèce confondue, dans ces milieux par an. Donc c'est extrêmement rapide et donc on s'approche très très vite d'un niveau très très bas. Alors il y a une exception qui est un signal intéressant, c'est les milieux forestiers où pratiquement on n'a pas d'évolution véritablement significative de ce nombre d'oiseaux. Et ça confirme ce qu'on sait par ailleurs, qui est que lorsque la pression diminue sur la biodiversité, eh bien elle se maintient, voire elle se rétablit assez rapidement. Donc il y a encore une capacité aujourd'hui du vivant à répondre à une baisse de pression. Alors, au-delà des constats et finalement de l'état des lieux, on fait un point rapide sur les causes du réchauffement climatique et les causes de cette crise de la biodiversité. Alors, sur le réchauffement climatique, finalement, le dernier rapport du GIEC est on ne peut plus clair. Et c'est ce que vous avez ici sur ce graphe, hein, qui a été mis à jour depuis le dernier rapport du GIEC, mais qui vous montre les observations de cette augmentation de température dont on vient de parler, plus 1,2 degré pour la dernière décennie, et puis la décomposition de ce réchauffement en fonction des différents facteurs qui font changer le climat. Et donc dans ces différents facteurs, on va trouver d'abord les facteurs anthropiques, les facteurs réchauffants qui sont liés à l'augmentation des gaz à effet de serre, et cette augmentation elle-même liée aux activités humaines, principalement pour le CO2 à la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et puis vous avez en bleu ici d'autres facteurs anthropiques également, qui conduisent plutôt à un refroidissement. Et ces autres facteurs anthropiques, c'est les émissions de particules, mais c'est aussi le changement d'utilisation des sols. Ça fait changer la façon dont la surface réfléchit le rayonnement solaire et ça peut aussi affecter la température globale. Et puis enfin, troisième type de facteur, tout à droite, ce sont les facteurs naturels, ce qui est lié à la variabilité climatique naturelle et ou à d'autres facteurs type éruption volcanique ou variation de l'irradiance solaire. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est quand on combine l'ensemble de ces facteurs-là, on est capable de reproduire ou d'expliquer le réchauffement observé. Et une conclusion importante du dernier rapport du GIEC, c'est que non seulement l'activité humaine est responsable du changement climatique observé, mais l'activité humaine est responsable de 100% du réchauffement observé depuis 1850. Vous le voyez ici, les facteurs naturels n'ont qu'un rôle marginal. Et deuxième conclusion qui me semble aussi très importante du dernier rapport du GIEC, c'est que la plupart des autres modifications du climat dont j'ai parlé, l'augmentation des extrêmes de température, des extrêmes de précipitation, l'augmentation du niveau des mers, la fonte des glaces, le réchauffement des océans, toutes ces modifications climatiques sont aussi attribuées avec des niveaux de confiance plus ou moins élevés aux activités humaines. Donc, d'un point de vue de la crise climatique, l'attribution est très claire avec les activités anthropiques et principalement l'augmentation des gaz à effet de serre, celle du CO2 et puis ensuite les autres gaz à effet de serre dont l'homme est responsable de l'augmentation dans l'atmosphère, le méthane, le protoxyde d'azote en particulier. Je passe la parole à Luc pour la crise de la biodiversité. Alors sur la crise de la biodiversité, là aussi les causes sont bien identifiées. Il y en a 5 majeures qui ont été répertoriées donc, par l'IPBES, hein, la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques, donc qui est une organisation similaire au GIEC, hein, qui produit du consensus scientifique sur la question. Donc la première cause dans le cas de la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols. Et essentiellement un changement qui est lié à la production alimentaire à destination des humains. Alors, bien entendu, l'urbanisation, les infrastructures de transport jouent un petit rôle là-dedans, mais c'est essentiellement la question de l'agriculture. Il faut savoir que si on 49% des surfaces continentales non couvertes de glace en permanence sont en fait dédiées à la production alimentaire pour les humains. Et si je ramène à 100% ces 49%, vous avez 70% qui est consacré à la production
de protéines animales hein, dans des pâturages qui couvrent donc 70% de ces surfaces agricoles. Pâturages qui sont quand même, pour l'essentiel, des pâturages naturels ou considérés comme semi-naturels. Ensuite, le deuxième facteur explicatif, c'est la modification des milieux. Je pense que Laurent va y revenir. La surexploitation également de certains milieux, c'est très clair hein, pour la biodiversité marine, au moins en partie. Et puis le climat, pour l'instant, n'arrive qu'en troisième position par différents mécanismes qu'on va évoquer tout de suite. Mais évidemment, toutes les projections climatiques laissent penser que le climat pourrait devenir un facteur direct de modification de la biodiversité très prochainement, dans les décennies qui viennent. Aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme un facteur aggravant de la crise de la biodiversité, donc qui est liée essentiellement à l'agriculture. Oui, donc ce qu'on voit sur cette figure qui est aussi tirée du dernier rapport de l'IPBES, c'est que ces différents facteurs, leur importance varie en fonction des milieux. C'est ce que disait Luc. On voit par exemple que dans l'océan, le facteur climatique a une importance un peu plus prégnante que dans les milieux terrestres et d'eau douce. On voit aussi dans l'océan l'importance de l'exploitation ou de la surexploitation des ressources marines qui affectent de façon importante la biodiversité. Alors on repart sur le continental. Voilà, alors comment le vivant finalement répond-il, ou peut-il répondre à ces changements climatiques donc, qui vont devenir de plus en plus forts? La première réponse, c'est une réponse darwinienne tout simplement, c'est-à-dire la réponse qui va passer par la sélection naturelle où on va voir apparaître de nouveaux caractères qui vont conférer une meilleure compatibilité des organismes avec les nouvelles conditions climatiques. Donc ça, comme vous le savez, c'est au moment de la reproduction que ça se fait, hein, c'est des mutations au hasard, donc c'est un processus qui est lent. Et donc pour beaucoup d'organismes, en tout cas pour les organismes vertébrés, à partir de ce qu'on sait de la vitesse d'évolution des vertébrés, eh bien, on considère aujourd'hui que la vitesse du changement climatique, en gros, est 10 000 fois trop rapide par rapport aux possibilités d'évolution. Donc, quand je dis évolution, là, il s'agit bien de changements profonds de caractère, voire d'apparition de caractères nouveaux. Donc, il ne va pas falloir trop compter sur cette partie-là de l'évolution pour permettre à la biodiversité de se maintenir dans les nouvelles conditions climatiques. Le deuxième mécanisme qu'on va voir maintenant, c'est la question de la diversité génétique. Il n'y a aucun organisme qui est strictement identique à un autre organisme. Dans chaque espèce, il y a une petite variation qui est liée à des petites variations d'informations génétiques qui peuvent se traduire par de petites différences de physiologie, de comportement, de morphologie, de couleur. Et donc ça va permettre dans un premier temps aux espèces de se maintenir malgré des conditions climatiques nouvelles. Donc un exemple qui se passe, qui est toujours en cours en Suisse, dans le canton de Vaud, vous avez des chouettes-hulottes qui ont différents types de plumage, en gros des plumages sombres et des plumages plus clairs, et on voit depuis des années un changement de la proportion des chouettes au plumage clair. Et ce changement est interprété en fait comme étant une réponse de ces organismes au fait qu'avec le changement climatique, la durée de vie du manteau neigeux diminue. Et autrement dit, l'avantage que conférait un plumage clair sur un manteau blanc de neige, par rapport notamment à la prédation, bah, il diminue petit à petit. Et au contraire, le plumage clair peut devenir euh, un désavantage parce que l'oiseau est facilement repéré par le prédateur quand on n'a pas de neige. Donc là, c'est un exemple, il y en a plein comme ça, hein, qui montrent que on est en train de sélectionner, au fond, des groupes, toujours au sein de la même espèce, mais qui présentent des caractères, finalement, on pourrait presque dire de préadaptation par rapport aux nouvelles conditions environnementales. Troisième temps, on va parler maintenant des rétroactions. Donc, on a commencé à évoquer climat et biodiversité ou crise climatique, crise de la biodiversité de façon au départ un peu indépendante. On a commencé à dresser un certain nombre de liens entre ces deux crises, des causes communes, et puis la crise climatique qui fait partie des causes de la crise de la biodiversité. On va discuter maintenant des rétroactions. Comment est-ce que la crise de la biodiversité elle-même peut rétroagir sur l'évolution du climat et inversement? Et donc, dans les interactions, dans les rétroactions classiques entre climat et biodiversité, on discute toujours, on met toujours au centre de ces interactions le cycle du carbone. Je vais revenir sur le bilan de carbone des dernières années, et puis vous montrer comment l'écologie, la biodiversité, l'environnement sont des thèmes importants quand on discute du cycle du carbone.
Donc d'abord, sur les sources de carbone liées aux activités humaines, j'ai parlé de la combustion des réserves fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui est responsable de 90% de nos émissions d'aujourd'hui. Et à peu près 10% des émissions d'aujourd'hui sont liées au changement d'utilisation des sols. Donc là aussi, une des causes de la crise de la biodiversité. Et au total, sur les dernières 10 années, c'est près de 40 milliards ou plus de 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère chaque année. Alors si je parle du bilan de carbone, j'ai les sources d'un côté et j'ai ce que devient ce CO2 une fois qu'il a été émis dans l'atmosphère. Et donc j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous le savent déjà, mais c'est seulement la moitié du CO2 émis dans l'atmosphère qui s'y accumule et qui est responsable de l'augmentation de l'effet de serre et donc en grande partie du changement climatique. L'autre partie de ce CO2 va être absorbée par ce qu'on appelle les puits naturels, à part à peu près égale entre la biosphère continentale, donc les forêts, les plantes de tout type, et puis l'océan qui absorbe à peu près 26% de nos émissions chaque année. Et donc ces puits naturels, ils ont une importance capitale. Ils ralentissent la vitesse à laquelle le CO2 augmente en réponse à nos émissions. Et donc ils ralentissent la vitesse à laquelle le changement climatique se déroule aujourd'hui. Donc un point qui me semble important, c'est de rappeler les processus de base, les processus d'ordre premier qui sont responsables de l'augmentation de ces puits de carbone. Côté biosphère continentale, on parle de processus biologiques, évidemment. Et donc, c'est le fait que la photosynthèse, finalement, augmente plus vite ou est plus importante que les respirations autotrophes et hétérotrophes, qui explique pourquoi on a un puits net de carbone dans la biosphère continentale. On rediscutera de ces processus-là tout à l'heure. Et je tiens à mentionner le fait que côté océanique, il y a souvent beaucoup de confusion, mais le puits de carbone dans l'océan, il est d'abord physico-chimique. C'est la dissolution du CO2 en excès dans l'atmosphère dans l'océan de surface et puis le transport de ce CO2 en profondeur qui permet de maintenir ce puits de carbone dans l'océan. Et donc même si ce puits anthropique dans l'océan, il est d'abord physico-chimique, la biologie océanique, le plancton en particulier, a un rôle clé dans le cycle du carbone. Et c'est ce que je mentionne maintenant. Alors un diagramme un peu compliqué qui vous montre les différentes modalités qui permettent à l'écosystème marin de transporter du carbone de la surface vers le fond de l'océan. Donc ça, c'est le fonctionnement naturel du carbone dans l'océan, avec un rôle clé pour le plancton qui va produire des particules de matière organique qui vont plonger en profondeur. C'est ce qu'on appelle la neige marine. Ça a un rôle clé parce que ça permet de soustraire d'un contact avec l'atmosphère une partie importante du carbone qui se trouve en surface. Et puis on découvre de nouveaux pathways, nouvelles modalités de transfert du carbone vers la profondeur. J'en mentionne simplement un ici, c'est le fait que chaque jour, chaque nuit, on a des migrations verticales des organismes, ou d'un grand nombre d'organismes entre la surface et la profondeur. Et ces organismes qui se nourrissent en surface vont respirer en profondeur et donc vont transférer du carbone de la surface vers les profondeurs. C'est une autre façon par laquelle l'écosystème transporte du carbone en profondeur. Et donc même si ces processus, ils ne sont pas responsables aujourd'hui du puits de carbone dans l'océan, toute modification de l'écosystème océanique pourrait rétroagir sur la capacité de l'océan à absorber du CO2 atmosphérique dans le futur. Donc on voit là aussi qu'il y a un lien très fort entre le fonctionnement de l'écosystème marin et le cycle du carbone et peut-être l'évolution future du puits de carbone dans l'océan. Alors, comme ça a été dit, dans le milieu terrestre, on a finalement la même problématique, hein, qui est l'intensité relative du processus de photosynthèse qui donc transforme du carbone ou du CO2 atmosphérique en carbone organique, donc stable, et puis le processus de respiration qui fait le contraire, qui rebrûle, entre guillemets, les composés organiques pour réémettre du CO2. Et il se trouve que les forêts, d'une manière générale, ça a été dit, à l'échelon planétaire, et les forêts européennes en particulier, sont des puits de carbone parce que le processus de photosynthèse, aujourd'hui, l'emporte sur le processus de respiration végétale et microbienne confondue. Sauf que on voit que ce puits de carbone à l'échelon donc continental, il est quand même fragile par rapport à des événements climatiques extrêmes. Et on en a eu une très belle démonstration en 2003, hein, vous vous rappelez, la première grande canicule à laquelle on n'était absolument pas préparé d'ailleurs, où on a eu pendant 3 semaines une température moyenne qui était plus forte de 6 degrés à peu près, qui venait se rajouter à une période de sécheresse. On avait un déficit pluviométrique sur l'année 2003, et on a vu une diminution de la productivité, en particulier forestière, qui était recalculée à l'échelon européen, de l'ordre de 30%,
sur l'année à cause de ces 3 semaines de canicule. Alors évidemment, on se dit, bon, 30%, ça n'a pas l'air énorme. En réalité, ça correspond à peu près au carbone que l'on aurait pu stocker pendant 3 ou 4 ans à travers cette fonction puits de carbone. Donc on voit qu'un écosystème qui est pour l'instant en puits de carbone peut voir une bonne partie de son efficacité diminuée par un événement climatique extrême. Et aujourd'hui, on essaie de prendre de plus en plus en compte ces événements extrêmes par rapport à la prédiction de la réponse des écosystèmes, hein. Certes, le changement de conditions joue, mais on se dit que finalement, les événements extrêmes pourraient avoir plus d'impact que le changement de conditions de fond. Alors, pour vous donner une idée sur la diapositive suivante, de quoi on parle en termes de stock, finalement, dans les écosystèmes terrestres, c'est assez énorme. Là, vous avez une vision des forêts tempérées de Belgique, donc qui est représentative des forêts, la moitié, une bonne partie de la France, on va dire. Donc, avec différents compartiments. Le compartiment en gris clair, c'est la biomasse vivante, c'est-à-dire les arbres vivants. Donc là, vous avez à peu près 80-90 tonnes de carbone dans la masse vivante. Alors en CO2, il faut multiplier par 3,7 à peu près, hein. Et puis, il y a un autre compartiment qui est en noir là, sur le diagramme, c'est la matière organique du sol. Alors c'est très intéressant ce diagramme. Donc ça nous dit d'abord qu'à l'hectare, hein, les mesures là sont à l'hectare, on a un énorme stock de carbone dans les forêts. Dans les arbres, bah, le carbone, il est fixé le temps que vit l'arbre, hein. Donc, ça va être quelque chose qui tourne autour de 40-50 ans, ça dépend des modalités d'exploitation. Et dans le sol, par contre, on a un temps de stockage qui est beaucoup plus fort, qui est de l'ordre de 100 ans à 1000 ans, hein. C'est l'âge moyen qu'on peut obtenir quand on mesure le carbone du sol. Le carbone du sol, c'est l'humus, hein, c'est la matière organique du sol. Et donc, ce carbone du sol, il provient de quoi? Il provient de la mortalité, tout simplement, des arbres, hein, principalement. Il y a d'autres processus qui jouent. Mais à la base, c'est un matériel végétal donc, qui va subsister pendant très longtemps. Alors, un point qui est important pour dissiper les malentendus, c'est que ce stock, il est renouvelé en permanence, hein, puisqu'il y a une partie du carbone qui est respiré par la microflore, une partie du carbone qui est apportée, je l'ai dit, par la mortalité végétale. Et c'est ça, en fait, qui va alimenter le puits de carbone. Mais pour que le puits de carbone se maintienne, notamment dans la partie aérienne, il faut qu'il y ait exportation. Si vous n'avez pas exploitation du bois, en fait, à un moment donné, vous avez une forêt qui n'est plus un puits de carbone. Il y a un équilibre entre les entrées et les sorties. Les forêts matures non exploitées ne sont pas des puits de carbone, hein. Le bilan est absolument neutre. Donc, c'est un peu le paradoxe. Si on veut avoir une forêt qui soit un puits de carbone à long terme, eh bien, il faut être capable de l'exploiter. Et finalement, l'enjeu, ça va être le devenir du bois. Donc, finalement, la fonction puits de carbone des forêts se joue pour une bonne part, finalement, plus en aval qu'en amont dans la forêt elle-même. Voilà, donc on a parlé du carbone, du CO2. Il y a beaucoup d'autres composés chimiques qui ont des rôles climatiques, dont les émissions sont aussi contrôlées par le vivant. On pourrait parler du méthane, on pourrait parler de composés soufrés, mais ça ferait beaucoup. Je mentionne ici simplement d'autres effets, ceux-là biophysiques, par lesquels la forêt ici peut contribuer à affecter le système climatique. Donc, à travers les échanges liés à la transpiration des arbres ici, la forêt ou les plantes de façon générale vont affecter le cycle de l'eau et donc la météorologie, par exemple. Et donc le système climatique, premier effet. Et puis le deuxième effet, c'est un effet qui est lié au flux radiatif et à la propriété des surfaces de réfléchir ce flux solaire. On parle d'albédo. Et là aussi, en fonction du type de couvert végétal, cette fonction d'albédo peut différer de façon assez importante avec des rétroactions potentielles sur le bilan radiatif à l'échelle de la planète et donc la température du système Terre. Et donc on voit bien que quand on commence à réfléchir solution, on va en parler dans un instant, il faut tenir compte de l'ensemble de ces effets. En reforestant, en afforestant, j'ai potentiellement un puits de carbone avec une forêt gérée, mais je vais modifier le cycle de l'eau, je vais modifier l'albédo et donc je vais aussi toucher le système climatique via d'autres effets ici biophysiques. Et donc on termine peut-être Luc avec ce dernier champ Oui. avant de discuter de solutions. Alors ça, c'est quelque chose aujourd'hui dont on parle beaucoup, hein, qui est le rôle de la végétation en milieu urbain. Donc cette carte qui date là aussi de la première canicule nous montre entre une zone forestée, donc en l'occurrence là on voit ça très bien sur le bois de Vincennes à droite sur la carte, par rapport à certains quartiers de Paris, hein, aux heures enfin, aux heures matinales, vers 6 heures du matin, là vous pouvez avoir 8 degrés de différence de la température de l'air à 2 mètres, hein, c'est la convention à laquelle
On mesure l'air dans lequel baignent les êtres humains, 8 degrés dans des rues qui sont plantées par rapport à des rues non plantées. Sur les périodes de rayonnement intense, on peut avoir également jusqu'à 10 degrés de différence. Alors cette différence de température, elle est liée à l'interception évidemment de la lumière qui protège donc les bâtiments et les surfaces de l'échauffement, mais aussi à la transpiration. La transpiration joue un rôle très important de refroidissement de l'air et joue un rôle que tu as évoqué juste avant, Laurent, qui est aussi de recharger, enfin, contribuer au rechargement de l'atmosphère en humidité et donc finalement contribuer aux précipitations qui vont avoir lieu, je sais pas, 200 ou 300 km plus loin. Donc, on voit bien là que cette histoire de végétalisation des villes, en fait, c'est extrêmement important pour atténuer l'intensité des pics de canicule. Moi, je dis souvent aujourd'hui que végétaliser les villes, en fait, c'est de faire une politique de santé publique, hein, ni plus ni moins. Bien, merci Luc. Donc, on a encore quelques éléments sur les projections climatiques, à la fois du système climatique et de la biodiversité. Et puis ensuite, une dernière partie assez courte sur les solutions, quelques-unes des solutions envisagées qui permettraient d'aborder à la fois la question de la crise climatique et de la question de la crise de la biodiversité. Donc peut-être de façon assez rapide, hein, on utilise des outils numériques, les modèles climatiques, pour projeter l'évolution du système en fonction des différents scénarios d'émissions. Et peut-être le point sur lequel j'aimerais insister ici, c'est le fait que dans un monde à 2 degrés, donc dans un monde où les émissions continuent à augmenter avant finalement de baisser, la distribution de l'augmentation de température ou la distribution des changements de précipitations sont très hétérogènes. Donc évidemment, quand on va discuter de l'impact sur la biodiversité, il faut tenir compte de ces contrastes régionaux très importants. Vous le voyez ici, dans un monde à plus de degrés, vous avez un Arctique qui se réchauffe à 4, 5, 6 ou 7 degrés. Donc c'est un monde où vraisemblablement les écosystèmes de cette région-là seront très fortement perturbés. Et puis on le voit ici sur les précipitations. Dans un monde à plus de degrés, c'est plus de précipitations dans les endroits où il pleut déjà beaucoup aujourd'hui, donc dans la bande équatoriale et aux moyennes et hautes latitudes, et c'est surtout moins de précipitations dans les zones subtropicales, dans les zones où il pleut déjà peu aujourd'hui. Et donc dans ces modifications à l'échelle annuelle ici de précipitations se cachent des modifications des extrêmes. Même dans les zones où on attend moins de précipitations en moyenne annuelle, on aura des événements précipitants plus extrêmes. C'est le cas en particulier sur le pourtour méditerranéen. Et donc tous ces facteurs-là, changement de température, changement de précipitation, vont affecter les écosystèmes et la biodiversité de façon importante. Alors, on a parlé tout à l'heure de la réponse du vivant au changement climatique, hein. J'ai évoqué les mutations, j'ai évoqué la sélection de génotypes préexistants, si j'ose dire. Il y a la troisième solution, quand tout ça est épuisé, c'est la mobilité, c'est le déplacement dans l'espace. Alors, sur ce schéma qui date du précédent rapport du GIEC, vous avez la représentation avec les lignes pointillées horizontales des différents scénarios climatiques, le plus fort étant la ligne du haut, avec les distances, donc en gros, que vont parcourir ces zones, que vont parcourir les zones climatiques. Avec le réchauffement, comme on vient de le voir, hein, il y a une hétérogénéité du réchauffement et donc ça se traduit par une mobilité, entre guillemets, des zones de précipitation et de température, donc vers le nord, dans l'hémisphère nord. Et donc on compare sur ce schéma ces vitesses de déplacement des zones climatiques avec la vitesse de déplacement des organismes, ce qu'on appelle les capacités de dispersion des organismes. Et même pour les scénarios les plus faibles, hein, ou le scénario 3 degrés sur lequel on est actuellement, on s'aperçoit qu'il y a toute une classe d'organismes qui avancent pas forcément suffisamment vite et qu'en particulier les végétaux ne sont pas capables de suivre la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc il y a un vrai problème par rapport à la végétation, au point qu'on parle aujourd'hui de migration assistée. L'idée, c'est que puisque les plantes n'arrivent pas à bouger suffisamment vite, il va falloir nous-mêmes les accompagner. Et on en parle beaucoup, évidemment, dans le milieu forestier. La question, c'est qu'est-ce que je plante aujourd'hui pour récolter dans 50 ou 60 ans? Est-ce que je plante maintenant des arbres des zones méditerranéennes, par exemple, dans la forêt de Fontainebleau? Alors, je vous rassure, on ne fait pas ça aujourd'hui, on étudie la question, mais il y a une petite étude là, qui est sortie en début d'année, assez intéressante, qui montre que les arbres qui sont compatibles aujourd'hui avec les conditions climatiques d'aujourd'hui, de 2020, une partie d'entre eux, aux alentours de 40%, ne seront plus compatibles en moyenne avec les conditions de 2090 ou 2100. Et qu'à l'inverse, les arbres qui seraient compatibles dans les nouvelles conditions climatiques, une partie d'entre eux, ou également à peu près 40%, en tout cas pour les espèces qu'on envisage, ne tiennent pas le coup aujourd'hui dans les conditions climatiques, par exemple les questions de gel ou des choses comme ça. Donc en fait, ça veut dire que, comme les auteurs ont qualifié
cette situation, on a une espèce de goulot d'étranglement où finalement on a des difficultés à être extrêmement concret quand on doit répondre à la question qu'est-ce que je plante pour préparer ma forêt de demain. Et on a un manque de solutions en termes de nombre d'espèces qui peuvent permettre de survivre dans les conditions actuelles et de survivre dans les conditions futures. Alors, on a dit tout à l'heure que les événements extrêmes étaient quelque chose qui était pris en compte, hein, notamment un phénomène dont on parle peut-être pas suffisamment, qui est la combinaison entre les températures fortes et les humidités élevées. Et évidemment, la question se pose beaucoup dans les régions intertropicales. Quand l'humidité de l'atmosphère est élevée, vous n'arrivez plus à éliminer votre transpiration, c'est-à-dire en fait le transfert de chaleur depuis votre corps vers l'atmosphère ne se fait plus. Donc vous refroidissez plus et vous êtes tout simplement en danger en danger de mort, hein, carrément, si vous ne pouvez pas trouver une source de fraîcheur. Et donc ça, évidemment, c'est tout à fait valable pour les espèces. Et on attend donc des phases extrêmement difficiles, hein, de mise en danger de nombreuses espèces dans les zones intertropicales pour un scénario à 3 degrés combiné donc avec ces périodes de forte humidité. C'est quelque chose qui est assez nouveau finalement dans la prise en compte des effets du climat sur la biodiversité. Et donc, en tout cas, quand on combine ces effets-là, les effets de la sécheresse, etc., l'incapacité à bouger suffisamment vite, on arrive à ce genre de prédiction qui évalue la perte en espèces, cette fois, potentielle, pour, par exemple, un scénario à 3 degrés. Et on voit que dans beaucoup de régions du monde, on peut avoir des taux de disparition d'espèces qui dépassent facilement les 50%. Alors attention, il s'agit de disparition locale, hein, ce n'est pas forcément une disparition définitive de l'espèce, mais on va vers un appauvrissement très fort de la biodiversité locale au minimum, et donc éventuellement une remise en cause des équilibres au sein des écosystèmes. Voilà, j'ai conscience du temps. On va terminer en quelques minutes. On voulait évoquer pour finir quelques-unes des solutions. Alors des solutions à la fois face à la crise de la biodiversité et face à la crise climatique. On a déjà évoqué un certain nombre de pistes. Luc a évoqué un certain nombre de pistes. Ce que je voulais commencer par mentionner, c'est le fait que quand on parle de solutions face à la crise climatique, finalement, on a deux grands types de solutions. Les solutions d'atténuation, comment est-ce qu'on fait pour limiter le changement climatique, pour atténuer le changement climatique, et puis des solutions d'adaptation compte tenu du changement climatique déjà là et de celui qui va advenir, comment peut-on s'adapter au changement climatique? Et les solutions basées sur la nature, basées sur les écosystèmes, sur la biodiversité, permettent à la fois, en partie au moins, d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. Donc on va évoquer rapidement un certain nombre de ces solutions. La première, Luc, peut-être. Alors, la première, c'est l'afforestation, hein, on a vu que les forêts actuelles sont des puits de carbone, et donc pour les améliorer, augmenter leur efficacité, on peut imaginer des petites variations de modalités d'exploitation, mais ça aura un impact relativement faible. Donc, si on veut avoir un impact fort de la végétation forestière, il va falloir augmenter les surfaces. Donc, ça a été évalué dans un article qui a fait un peu de bruit à l'époque, parce qu'il était un petit peu discuté. On évalue en gros les effets d'une forestation donc, qui préserverait les terres agricoles, qui essaierait finalement de reforester des zones qui ont été dégradées. Et dans ce cas-là, on pourrait arriver à fixer à peu près 205 gigatonnes supplémentaires de carbone. Donc en gros, ça reviendrait à éponger une dizaine d'années, une vingtaine d'années, pardon, des émissions nettes par les sociétés humaines. Alors ceci dit, il faut faire attention parce que dans ce qu'on estime comme étant des zones à forester, il peut y avoir aussi parfois des problèmes tout simplement de vision qu'on a de ce qu'est un milieu naturel. Euh, je, je- je donne l'exemple des savanes, hein. Souvent, on considère que les savanes sont des forêts dégradées. Ben non, c'est des vrais écosystèmes. Ils n'ont pas vocation, a priori, à être forestés. Donc, il y a une possibilité, mais elle n'est pas non plus complètement infinie. Et il peut y avoir éventuellement des rétroactions qui n'ont pas été prises en compte dans l'article. Je pense que tu peux en dire un mot, Laurent. Oui, en tout cas, les chiffres publiés dans cet article-là, ils paraissent être une estimation max de ce qu'on pourrait gagner en reforestant les zones où cela serait possible. Le consensus, c'est que la reforestation, ça ne permet certainement pas de compenser la totalité de nos émissions aujourd'hui. Et donc, il faut en priorité faire baisser les émissions qui sont liées à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Ça fait partie des technologies, des techniques, des solutions qui permettent de compenser une partie des émissions et peut-être une partie des émissions résiduelles, mais
Ça ne permettra de jouer qu'au deuxième ordre, après une réduction massive des émissions aujourd'hui. Dans la même veine, hein, finalement, on a évoqué aussi l'utilisation d'autres types d'écosystèmes, cette fois-ci les écosystèmes littoraux ou côtiers. Alors pourquoi ces écosystèmes? Parce qu'ils sont d'abord très productifs à l'échelle d'un mètre carré ou d'un hectare, et ils permettent de stocker des quantités de carbone très importantes. C'est le cas dans les herbiers marins, c'est le cas dans les marais salés, c'est le cas dans les forêts de mangroves en particulier, avec vous le voyez ici, en production primaire nette, des valeurs très élevées, même quand on les compare aux grandes forêts tropicales humides. Mais là aussi, on est limité par la surface, qui est par nature très faible, dans la bande littorale entre l'océan et le continent. Et donc, même si localement, c'est la restauration de mangroves, par exemple, une technique ou une méthode qui paraît intéressante, elle a, à l'échelle globale, finalement, un potentiel relativement limité. Peut-être quelques mots sur biodiversité et productivité, Luc, ça me paraît intéressant. Oui, il y a beaucoup de travaux maintenant qui ont porté sur les prairies et de plus en plus sur les forêts qui montrent un lien positif entre le nombre d'espèces de plantes, par exemple le nombre d'espèces d'arbres, et la productivité. Et là, cet exemple, il est vraiment très intéressant parce qu'il porte sur des peuplements forestiers existants. Ce n'est pas une expérience, rien du tout, c'est des peuplements tels qu'ils sont en Europe centrale. Et les chercheurs ont regardé la productivité, donc la croissance du bois, hein, le bois qui est récoltable en l'occurrence, de quatre espèces d'arbres en fonction du nombre d'individus des autres espèces qui sont autour d'eux. Et ici, vous avez une représentation de ce qui se passe pour un mélèze. Et on voit que plus le mélèze est entouré des autres espèces qui ont été considérées, donc essentiellement le hêtre, le chêne-rouvre et l'épicéa commun, plus sa productivité a tendance à augmenter. Donc là, on a vraiment un exemple très intéressant parce que plus vous avez de diversité d'arbres, évidemment, derrière, plus vous avez de diversité des communautés végétales et animales au total. Donc on a vraiment un effet positif sur la diversité. On augmente la production, c'est-à-dire on augmente la captation du CO2, donc on améliore un petit peu la séquestration du carbone. Et puis ben, on produit plus de bois, donc éventuellement on tire un revenu économique plus fort. Donc c'est un bel exemple comme quoi, effectivement, carbone, euh, biodiversité et activité économique peuvent être, pas systématiquement, mais peuvent être dans un grand nombre de cas, mis en synergie par des politiques communes. Et puis il y a d'autres aspects aussi qui ont été bien montrés, là ici sur la santé également des forêts. Un point important, hein, la santé des forêts pour maintenir le puits de carbone à un bon niveau. On sait qu'en France, il diminue à cause de maladies. Eh bien, dans cette étude qui porte sur les États-Unis, qui ont regardé ce qui se passe dans des parcelles où on a jusqu'à 70 espèces d'arbres mélangées par rapport à la diversité des pathogènes, eh bien, on voit que pour un nombre d'arbres relativement faible, enfin, à l'échelle américaine, on a une augmentation des pathogènes parce que, bah oui, chaque espèce d'arbre est liée à plus ou moins tel ou tel type de pathogène, mais qu'au-delà de 35 arbres, eh bien, on a une relation qui s'inverse. Et plus on a de diversité d'arbres élevée, plus la diversité des pathogènes est faible. C'est tout bête. La distance entre deux arbres, deux individus de la même espèce, quand il y a beaucoup d'espèces mélangées, est très grande, hein, beaucoup plus grande que quand il y a peu d'espèces. Et donc, du coup, bah, les pathogènes, tout simplement, ils ont peu de capacité à sauter. Et ça a été montré sur des plantes cultivées, ça a été montré pour la maladie de Lyme sur les petits rongeurs, par exemple. C'est une loi générale, en fait, qui est apparue petit à petit. Ça s'appelle l'effet dilution. Plus vous mélangez les espèces, plus vous compliquez la propagation des pathogènes. Donc là aussi, on peut être gagnant en augmentant la diversité des peuplements forestiers ou des communautés en général. Voilà, et on termine avec un dernier exemple, cette fois-ci de solutions d'adaptation face au changement climatique. On rebascule dans l'océan avec l'importance des récifs coralliens et en particulier des récifs coralliens en bonne santé pour atténuer les épisodes de submersion côtière qui sont liés à la fois à l'augmentation du niveau des mers et qui peuvent être liés aussi à certains événements extrêmes comme les cyclones tropicaux. Et donc il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement dans les zones où on a des récifs coralliens sains, ces récifs coralliens, en lien avec leur rugosité, vont atténuer la hauteur des vagues et donc l'impact de ces épisodes de submersion côtière. Vous avez ici une représentation schématique sur la gauche et puis ici un cas d'étude sur une des îles de l'archipel d'Hawaï où vous voyez que en rouge, dans le cas de récifs coralliens dégradés, les épisodes de submersion côtière vont beaucoup plus loin à l'intérieur de l'île. Donc là aussi, on préserve la biodiversité, la santé d'un récif corallien et on a une solution d'adaptation face au changement climatique. Donc oui, ces solutions
climatiques, à la fois pour l'atténuation et pour l'adaptation fondées sur la nature, elles se multiplient. Il y a un certain nombre de publications ces derniers temps qui font le point sur ces solutions. Ce que j'aimerais rappeler peut-être pour terminer, c'est que oui, il faut tenir compte de ces solutions, il faut déployer ces solutions aussi vite que possible. Mais évidemment, ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est que ces solutions, elles sont peut-être efficaces aujourd'hui, leur efficacité va tendre à diminuer dans un monde de plus en plus chaud, dans lequel ces écosystèmes auront de plus en plus de mal à s'adapter. Et donc, il faut en parallèle faire baisser nos émissions aussi vite que possible, et on pourra revenir là-dessus lors des questions. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, Luc, Laurent, merci infiniment d'avoir relevé le défi en 40 minutes pour cette approche, un petit peu cette lecture croisée des enjeux de climat et de biodiversité. Pour commencer, une première question. Alors, Luc, tu as parlé, tout à l'heure, tu as évoqué l'IPBES. Laurent, tu as parlé du GIEC. Est-ce que le GIEC et l'IPBES, ils travaillent ensemble des fois sur des rapports pour croiser ces questions? Oui, je peux dire un mot. Il y a eu effectivement un rapport commun, ou en tout cas des workshops communs qui associaient experts de l'IPBES et experts du GIEC pour traiter de ces questions climat-biodiversité. Alors on trouve évidemment dans les rapports de l'IPBES beaucoup d'éléments en lien avec le changement climatique et dans les rapports de l'IPCC, du GIEC, pardon, beaucoup d'éléments en lien avec la biodiversité. Il y a des experts qui participent aux deux instances également, donc il y a beaucoup de fertilisation entre ces deux communautés, oui. Euh, la question des solutions, parce que le temps, on a à peu près une dizaine de minutes pour les échanges. J'avais quelques petites questions, mais peut-être centrées sur les solutions. Il a été question beaucoup de reforestation. Alors, deux questions. Est-ce que toutes les solutions bonnes pour la biodiversité sont-elles bonnes pour le climat? Première question. Et d'autre part, est-ce que, et notamment Laurent, serait-il possible d'aller un peu plus en détail sur ce qu'il se passe au niveau des océans et de comment on peut faire finalement pour produire un phénomène de reforestation, en quelque sorte, d'accentuation de la pompe de carbone dans l'océan? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Et donc à ces deux questions. Euh, alors, je réponds à la première partie de la question. Sur est-ce que les solutions qui sont bonnes pour le climat ou pour la biodive sont bonnes pour d'autres? Ben, c'est pas forcément le cas, évidemment. On peut prendre l'exemple bon, de la séquestration du carbone. Vous savez qu'en France, il y a une loi qui existe aujourd'hui. Il y a une labellisation de la séquestration du carbone en forêt qui s'appelle le label bas carbone. Donc, il dit en gros que si vous changez vos pratiques en tant que forestier, que vous démontrez que vous séquestrez davantage de carbone, ben, vous pouvez être rémunéré par ça. Donc, il y a des entreprises donc, de droit privé qui se sont montées pour financer ce carbone et rendre ce label bas carbone opérationnel. Donc, je trouve que c'est une bonne chose puisqu'il faut financer du coup de la transition de façon la plus large possible. Mais si on regarde les textes officiels, bah, il n'y a pas grand-chose sur la biodiversité dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait un risque théorique de transformer des forêts en puits de carbone très efficaces. Et ça, je peux vous donner très bons conseils à titre personnel pour faire d'excellents puits de carbone, mais tant pis pour la biodiversité, tant pis pour la qualité de l'eau. Heureusement, en pratique, beaucoup d'entreprises qui se sont montées très récemment sur le sujet, la plupart d'entre elles, ont intégré de façon volontaire la dimension biodiversité et l'intègrent de différentes manières dans le calcul finalement de la rémunération qui va être faite de la séquestration de carbone. Donc en pratique, ça fonctionne bien, mais on voit bien que sur l'élaboration des textes, bah, il y avait encore une vision qui était très parcellaire. Et c'est ça qui est compliqué. Il faut qu'on arrive à une vision systémique et peut-être jouer plus sur des solutions d'optimisation, de compromis ou je ne sais quoi que d'être hyper efficace dans tel ou tel domaine, si on peut. Alors un mot sur l'océan, et peut-être je reviens sur ces solutions qui pourraient être antagonistes, climat et biodiversité. J'ai un petit peu parlé des coraux et des récifs coralliens comme potentielle solution pour aider à l'adaptation de certaines zones côtières face aux épisodes de submersion marine. En fait, de façon assez contre-intuitive, les récifs coralliens ou un récif corallien en bonne santé qui calcifie et donc qui fabrique des squelettes calcaires, cette réaction de calcification, c'est une réaction qui produit du CO2. C'est un peu contre-intuitif parce que dans ce squelette, on stocke du carbone, mais en raison de la chimie de l'eau de mer, qui est un peu compliquée, ce stockage de carbone dans un squelette calcaire, il conduit à la formation de CO2. Et donc, un récif corallien, c'est plutôt une source de CO2 pour l'océan et donc pour l'atmosphère. Donc là, on voit bien qu'on a un antagonisme. Je préserve mes récifs coralliens et c'est une très bonne chose à la fois pour la biodiversité, pour l'adaptation au changement climatique, mais d'un point de vue juste climat et CO2,
c'est sans doute pas un point positif. C'est pas pour ça qu'il faut laisser les récifs coralliens se dégrader, bien au contraire. Donc on voit bien que de temps en temps, on a des effets antagonistes. Et puis, Vincent, pour revenir sur l'afforestation océanique, oui, côté continental, on a évidemment une limite en termes de terre. On a aussi des limites qui sont liées au fait qu'il faut nourrir un certain nombre de milliards d'habitants de la planète, des interactions avec le cycle de l'eau qui sont compliquées dans un certain nombre de régions. Et donc, certains scientifiques, certains politiques se tournent vers l'océan en se disant que finalement, on a les deux tiers de la planète qu'on pourrait potentiellement afforester, reforester. Alors avec quel type d'organismes? Des macro-algues, parce que ces organismes, ils ont des taux de croissance très rapides. Et certains ont même imaginé peupler l'océan de macro-algues, d'envoyer le carbone organique dans le fond marin pour y stocker du carbone. Euh, c'est des solutions encore très exotiques, largement discutées. On a besoin d'évaluer proprement les effets collatéraux avant de se lancer dans ce type de solutions, mais c'est des solutions qui sont effectivement sur la table. Une question sur l'agriculture qui vient d'être posée par Guillaume. Alors la question est assez longue. Est-ce que l'agriculture est vraiment un problème majeur dans le réchauffement? Si oui, quelles sont les solutions en gardant une productivité convenable? Est-ce que vous pourriez dire un mot également sur ce secteur d'activité qui est évidemment central pour les sociétés? Je te laisse commencer peut-être sur le côté climat, Laurent. Oui, donc dans les grands secteurs d'activité qui participent aux émissions de gaz à effet de serre, j'ai surtout concentré mon exposé sur le CO2. Et évidemment, côté agriculture, on a des émissions alors, de CO2 en raison d'un certain nombre de pratiques, mais aussi de protoxyde d'azote en lien avec la fertilisation par les engrais azotés, de méthane dans un certain nombre de cas, en particulier pour l'élevage. Et donc oui, à l'échelle de la France, l'agriculture, c'est de l'ordre d'un quart, me semble-t-il, des émissions de gaz à effet de serre si on tient compte du CO2 et des autres gaz à effet de serre. Donc oui, c'est un poste important d'émissions à l'échelle nationale et à l'échelle de la planète également. Ces émissions, elles dépendent des pratiques. Et donc, il faut réussir à combiner, c'est ce que je lis dans votre question, effectivement, des solutions qui permettent de garder une productivité convenable. Il faut continuer à nourrir l'ensemble de la population, mais adapter les pratiques pour qu'elles soient le moins émettrices de CO2. On sait par exemple que les régimes alimentaires ont un impact de premier ordre sur les quantités de gaz à effet de serre qui sont libérées par les types de production agricole. Les régimes alimentaires moins carnés conduisent à beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre que des régimes alimentaires qui sont bien plus carnés. Oui, alors sur la biodiversité, on peut obtenir à peu près le même raisonnement, hein. Ce qui compte, c'est pas l'élevage en tant que tel, c'est les modalités d'élevage. Ce qui est euh, désirable, on va dire, c'est un élevage plutôt extensif, donc qui permet sur des prairies effectivement de maximiser la biodiversité, hein. Quand on a de l'herbivorie, on va dire, d'intensité modérée, ça c'est bien démontré. On a une diversité qui est maximale. D'autre part, le pâturage, bah, ça maintient un paysage avec des zones fermées, c'est les forêts, mais des zones ouvertes, c'est les prairies. Donc ça, là aussi, ça maximise la diversité. Donc en fait, on a besoin d'élevage pour entretenir l'hétérogénéité du paysage. La question, c'est plus effectivement les modalités d'élevage. Et derrière, comme l'a dit Laurent, c'est la question de la consommation. Euh, la solution de l'agriculture, oui, il y a des modalités à changer en agriculture, aller vers plus de bio, vers plus de mélange de variétés, vers des cultures mélangées, etc., etc. Mais si ça ne s'accompagne pas d'une réduction de la part des protéines animales versus les protéines végétales, et si ça ne s'accompagne pas d'une lutte contre le gaspillage, qui est extrêmement élevé sur les produits alimentaires, aux alentours de 30%, y compris dans nos frigos, eh bien évidemment, on n'arrivera pas à faire une transition agricole correcte. Et puis, dernier point, euh, une partie, presque la moitié des terres labourées, en fait, sont utilisées pour produire des végétaux pour l'animal. Donc, en fait, on voit bien que derrière l'agriculture, il y a on va dire, la production végétale. Donc, il y a des modalités à faire évoluer, mais là, il y a beaucoup de solutions et beaucoup de résultats qui peuvent permettre de rendre optimiste. Et puis, il y a la question de la diminution, il n'y a rien à faire, des produits animaux si on veut avoir un impact quantitatif significatif, à la fois sur le climat à travers les émissions et sur la biodiversité. La biodiversité, elle manque tout simplement de place, hein. Et voilà. La moitié des continents sont occupés par l'agriculture, donc c'est la moitié d'habitants en moins, quoi, tout simplement. Mais on peut combiner les deux. Un paysage diversifié qui mélange prairies, culture, patchs forestiers, etc. Ça fonctionne très bien sur le plan agricole, notamment par rapport aux maladies, et ça fonctionne très bien par rapport aux enjeux climat et biodiversité.
Alors, il nous reste 5 minutes et déjà merci pour toutes ces réponses. Alors, vous avez plaidé pour une intégration des questions de climat et de biodiversité à travers de nombreuses notions, de nombreux exemples. Parlons maintenant d'enseignement. Deux questions, en fait. Quel est votre regard aujourd'hui sur le niveau de décloisonnement de ces questions-là quand on enseigne le climat et la biodiversité? Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que c'est intégré ou pas du tout actuellement? Et quelles, d'après vous, seraient les clés justement pour arriver à mieux intégrer ces questions-là quand on est en face d'étudiants euh, pour dépasser peut-être des approches qui sont encore un peu verticales, semble-t-il? Je me lance? Bon. Alors, bon, moi, mon impression quand même, c'est que majoritairement, quand même, aujourd'hui, on a des enseignements qui sont cloisonnés, même si on voit des progrès, puisque aussi bien dans les programmes de lycée-collège que maintenant dans disons, dans le socle commun minimum, là, qui va être obligatoire à partir de 2025, les gens font des efforts pour intégrer. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'on est tous spécialistes. Et c'est vrai que quand on aborde les choses de manière intégrée, ben, on complexifie. Et comme première approche, parfois, ça peut être compliqué sur le plan pédagogique. Alors, comment mieux intégrer? Ben, je pense que la meilleure solution, c'est de travailler en mode projet, si possible en situation réelle. C'est-à-dire prendre le temps, alors c'est peut-être pas valable pour tous les niveaux, mais pour les étudiants ou peut-être pour les lycéens en fin de parcours, les mettre sur des projets réels. Ça peut être des petites réalisations à l'échelon de l'établissement ou n'importe quoi. Et vraiment là, de prendre, de faire finalement, de se livrer à une, comment dire, à une estimation du bilan environnemental complet. C'est-à-dire, effectivement, sortir simplement du climat ou du CO2, ce qui est quand même souvent le cas aujourd'hui. On fait des bilans carbone et on croit avoir résolu le problème. Ben non, il faut faire des bilans environnementaux totaux. Et c'est très facile à faire dans ce cas-là. Si vous êtes sur le monde réel, vous voyez très vite quels sont les prolongements sur le climat, sur la biodiversité, sur le social, etc. Donc je pense vraiment que l'étude de cas concrets peut permettre d'avancer sur ce sujet. Et peut-être un élément additionnel, c'est que oui, on peut avoir la perception de finalement d'un traitement en silo de ces deux questions, climat et biodiversité. En fait, dans la réalité, il y a un continuum, hein, entre ces grandes questions climat et biodiversité. Quand on parle du système climatique, vous allez trouver des physiciens qui sont spécialistes du fonctionnement de l'atmosphère, du fonctionnement de l'océan, mais moi, je me situe presque à l'interface entre climat et biodiversité. Finalement, je suis bio-géochimiste, donc je m'intéresse au cycle des éléments dans l'océan. Il y a un couplage très très fort avec le fonctionnement de l'écosystème et la biodiversité. Donc, on va trouver dans la recherche un continuum. Et finalement, dans les maquettes, dans les masters et même en licence, on a aussi ce continuum. Alors, peut-être pas suffisamment apparent, peut-être pas suffisamment intégré. Et oui, ce que propose Luc, évidemment, avec des projets, ça me paraît être une bonne solution.